troisième rencontre de Vigie, cette année sur le thème de la prévention des conflits d'intérêts dans la fonction publique. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'être aussi nombreux dans cette salle. Le succès des rencontres de Vigie organisées depuis maintenant 2 ans ne se dément pas. C'est grâce à vous, de même que le succès de notre lettre Vigie. Et nous vous en remercions très chaleureusement à la DGAFP. Je voudrais également, pour commencer, remercier très très sincèrement et chaleureusement toute l'équipe de la DGAFP qui a organisé ces troisièmes rencontres de Vigie et qui va les faire vivre pour vous. Donc, notamment Xavier Maire, le sous-directeur de la synthèse statutaire, de la gouvernance et des partenariats, qui va illustrer le fil rouge de cette demi-journée avec les deux tables rondes, et puis toute l'équipe du bureau, du statut général, de la diffusion du droit et du dialogue social, qui sont aussi ceux qui, avec l'ensemble des équipes de la DGAFP, produisent cette lettre Vigie auquel vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Pourquoi ce thème sur la prévention des conflits d'intérêts dans la fonction publique ? Ce thème de la déontologie au sens large dans la fonction publique, c'est un thème récurrent pas seulement depuis 2 ans et pas seulement depuis la loi du 20 avril 2016, mais c'est un thème qui trouve sa source quelque part. On pourrait considérer que les obligations du fonctionnaire telles que fixées dans les statuts successifs sont une forme de cadre déontologique qui s'impose aux fonctionnaires. Et donc, ce cadre s'impose depuis plusieurs dizaines d'années. On pourrait donc considérer que ce sujet est d'une actualité récurrente depuis plusieurs dizaines d'années. Mais vous le savez, il a connu une actualité nouvelle sur la dernière décennie, et notamment a connu une traduction plus diverse et plus approfondie par les dispositions législatives regroupées dans la loi du 20 avril 2016 et par les dispositions réglementaires qui en découlent. Pas seulement, on parle beaucoup de textes, mais aussi en matière de déontologie, comme dans d'autres matières des politiques de ressources humaines dans la fonction publique. Outre les textes, outre le cadre juridique, il y a aussi les pratiques, les bonnes pratiques des différentes collectivités publiques qui permettent de développer la culture déontologique au sein de la fonction publique. Et c'était un des objectifs principaux de la loi du 20 avril 2016. Donc, l'idée avec ces rencontres, c'était un petit peu de faire le point à travers les 2 tables rondes auxquelles nous allons participer, que nous allons voir et auxquelles nous allons participer par l'intermédiaire des questions-réponses. Une première table ronde sur les dispositifs de prévention des conflits d'intérêts tels qu'ils découlent de la loi du 20 avril 2016 et leur déploiement effectif, faire un petit peu le point sur ce sujet-là, et une deuxième table ronde qui portera plutôt sur les dispositifs de prévention des conflits d'intérêts par l'intermédiaire du lancement d'alerte et les procédures qui ont été mises en place sur cette thématique du lancement d'alerte, notamment à la suite de la loi dite Sapin 2. Et nous finirons ces rencontres de Vigie, traditionnellement depuis la première édition il y a 2 ans, par un panorama de l'actualité jurisprudentielle en matière de droit de la fonction publique que Mathias Guillaumard, président de la 10e chambre à la section du contentieux du Conseil d'État, nous fera l'honneur et l'amitié de bien vouloir animer. Voilà, aux alentours, je crois, de 17h. Pour commencer ce colloque, j'ai le plaisir et le très grand honneur d'accueillir le président Christian Vigouroux, qui va donc, dans un propos introductif, nous faire part de sa vision
du sujet de la déontologie dans la fonction publique et du sujet de la prévention des conflits d'intérêts. Vous le savez, c'est l'un des principaux spécialistes de la question en France. Il a publié de nombreux ouvrages sur ce sujet et il nous fait l'extrême honneur et amitié d'être parmi nous cet après-midi pour donc initier les tables rondes, lancer les tables rondes dans ces rencontres de vigie. Je lui demande de bien vouloir me rejoindre sur la scène. Je vous demande de bien vouloir l'applaudir et je vous remercie beaucoup de votre participation. Merci Madame la directrice de votre invitation et je suis très heureux de parler de ce sujet devant des fonctionnaires qui ont pu se poser quelques-unes des questions que je vais survoler. Mais je commence par vous dire de ne pas trop en faire. Moi qui travaille sur ces sujets depuis longtemps, je pense qu'il est important de garder le sens commun. Et là, je vous recommande la lecture de Lettres à Alexandrine d'Émile Zola, publié chez Gallimard, les lettres à son épouse légitime. Zola s'inquiète de la séance de la Cour de cassation qui va réviser ou non le procès Dreyfus. C'est la dernière chance, 1906. Et voilà ce qu'il dit, phrase qu'il m'arrive très souvent de réfléchir parce qu'elle a des échos très contemporains. Il s'inquiète de ce que le rapporteur peut rejeter, et à ce moment-là, Dreyfus mourra dans son île. Et voilà ce qu'écrit Zola, c'est Zola qui parle. Partout, on répète que la révision dépend de Ballot-Beaupré. C'est ce qui m'épouvante. Cette solution si grave mise dans les mains d'un seul homme, on dit Ballot-Beaupré honnête. C'est cette honnêteté qui achève de me terrifier. Et l'on sait, l'honnêteté devient terrible lorsqu'elle n'est ni intelligente ni humaine. Le rapporteur peut très bien conclure au rejet de la révision en croyant qu'il sauve la France. Fin de citation. Je trouve cette phrase très forte. Il ne suffit pas d'être intelligent, il ne suffit pas d'avoir appris dans les deux sens les tables de multiplication déontologiques. Il faut être humain, avoir le sens des solutions. Je rajoute qu'on peut être parfaitement déontologique et professionnellement nul. La deuxième exemple de « n'en faites pas trop », c'est une décision du Conseil d'État que je recommande à votre lecture, numéro 355-756, puisqu'il faut les qualifier par leur petit nom maintenant, les décisions du Conseil d'État. Commune de Saint-Maur-des-Fossés, une commune passe un marché tout à fait banal de bordure de trottoir. Une dizaine d'entreprises soumissionnent et la chef d'une des entreprises connaît un des conseillers municipaux. Très élégamment, dans cette atmosphère de conflit d'intérêts, elle notifie à la puissance adjudicatrice, à la commune, qu'elle connaît un conseiller municipal. Résultat, elle est écartée du marché. Elle ne peut pas soumissionner. Elle trouve ça un peu curieux et elle va saisir le Conseil d'État. Le Conseil d'État va lui donner raison en disant qu'elle avait très honnêtement notifié le fait qu'elle connaissait le conseiller municipal, mais que celui-ci n'a pas participé à la commission d'appel d'offres, qu'il n'y a eu aucune intervention et qu'il ne faut pas avoir une conception théologique abrupte de la déontologie. N'en faites pas trop, faites-le intelligemment. Alors, je vais juste vous dire que la déontologie, dans ma définition, c'est l'art de se poser les questions avant qu'il ne soit trop tard. Je vais vous donner, dans un premier élément, quelques exemples de questions qui vaut mieux quand on est dans la chose publique, dans la öffentliche Hand, comme disent les Allemands, quand on sert l'intérêt public, vaut mieux se poser avant qu'il ne soit trop tard. Deuxièmement, je dirais quelques réponses juridiques qui ont été données. Et troisièmement, j'attirerai votre attention sur des pratiques. Alors, premièrement, des questions. Je vais directement aux faits. Dans l'arrêt du Conseil d'État 114-955 de 1993, c'est un commissaire de police qui voit un de ses collaborateurs arriver, lui dire « Écoute, j'ai du matériel électronique de dernier cri, si tu en veux... » Alors le commissaire dit oui, peut-être, oui. Il achète un ensemble d'ordinateurs compliqués à tiers de prix. Il trouve ça très bien. Puis le collaborateur revient et dit mais peut-être tes enfants, tes amis. Le commissaire en achète un deuxième, un troisième. Il en achète une demi-douzaine pour faire plaisir à ses amis. Tout le monde est content.
Et puis, ça se traduit par, évidemment, le fait que le commissaire ne s'était pas trop posé la question, n'avait pas voulu se poser la question d'où venait ce matériel pas très cher, et sanction validée par le Conseil d'État. Il se serait posé la question, il aurait dit à son collaborateur « mais d'où tu tires ce matériel ?» que l'affaire se serait arrêtée là. Et très fréquemment, tous autant que nous sommes, sans exception, il y a des moments où nous n'avons pas envie de nous poser la question. Deuxième exemple, chacun de nous chancelle de plaisir, frissonne de satisfaction quand un supérieur, un patron, une ministre, une directrice vient lui dire « écoute, viens, il y a une affaire très secrète, très confidentielle, c'est une réunion en tête-à-tête avec un partenaire extérieur, j'ai besoin que tu sois là. » Bon. Alors là, frémissement, et évidemment, celui ou celle qui n'a pas lu Balthazar Gracian peut se noyer. Balthazar Gracian, n'être jamais en part des secrets de ses supérieurs. Tu croiras partager des poires et tu partageras des pierres. Plusieurs ont péri d'avoir été confidents. Il en est des confidents comme de la croûte de pain dont on se sert en guise de cuillère, laquelle risque d'être avalée avec la soupe. Donc, c'est le pire qu'on puisse vous faire de vous dire « tu vas être dans le secret ». Moi, j'ai toujours considéré que j'étais dans le secret que si on me forçait avec une balle dans la tempe. Mais la curiosité n'est pas absolument spontanément une bonne solution. Troisième exemple, l'art de se poser les questions, c'est dans le très beau roman de Upton Sinclair, 1927, « Pétrole », sur le père qui est un super mania du pétrole qui passe son temps à corrompre et à acheter les entreprises, c'est très instructif. C'est plus du tout comme ça depuis 1927, ni aux États-Unis ni en France. Et le fils qui a suivi des cours et des conférences et des séminaires comme vous et qui est très déontologique et qui estime qu'il ne faut pas corrompre. Alors un jour, il y a un syndicaliste qui est emprisonné totalement injustement par les manias qui disent à la police « bon, celui-là, il faut le mettre de côté, la police le fait, elle obéit aux entreprises ». Et alors le fils est révolté, comme on le serait tous, mais il faut faire sortir ce syndicaliste qui n'a pas commis d'infraction. Alors il va voir son père, vous voyez, l'incorruptible va voir le corrupteur en disant « est-ce que tu ne pourrais pas m'aider ?» Le père dit « mais c'est comme si c'était fait ». Le soir même, le syndicaliste est libéré. Le fils dit « comment t'as fait ?» Et le père lui dit « tu sais, l'argent, ça sert ». Et il lui donne le tarif des surveillants de prison. J'aime bien Upton Sinclair. Quatrièmement, un personnage auquel je me suis intéressé, puisque je l'ai un peu ressuscité, Georges Picard, le super espion en 1896, il a, par son espionnage, la preuve que c'est Esterhazy qui trahit et pas Dreyfus. Alors là, c'est binaire. Pendant un mois, on lui reprochera la longueur. Il va faire ce que nous avons tous fait un jour ou l'autre, heureusement pas très souvent. Il va se poser des questions. Alors là, pour le coup, il se pose des questions. Solution 1, cette pièce qui montre l'innocence de Dreyfus, à contrario, eh bien, il a un briquet, il l'a détruit, personne ne saura jamais qu'elle a existé. Dreyfus meurt dans son île et lui, il devient chef d'état-major, comme c'était prévu dans sa carrière. C'était le plus jeune lieutenant-colonel de l'armée française, super brillant. Solution B, j'ai trouvé cette pièce, je suis chef des services secrets, mon devoir est d'apporter à la hiérarchie cette pièce, c'est mon devoir de vérité. Est-ce que ma carrière, ma vérité, au bout d'un mois, après des drames de conscience, il va voir sa hiérarchie. Et il lui arrive quelques petits pépins. Il a choisi l'exactitude, il a choisi la vérité, le sens du devoir, et c'est pas très facile. Heureusement, des rebondissements incroyables, des rebondissements que vous verrez peut-être dans le prochain film de Polanski, qui, s'inspirant de mon livre, sort un film sur Picard. Cinquièmement, ce que j'appelle les cadeaux tarifés. Il m'est arrivé de voir dans une administration, l'administration tellement habituée à avoir des cadeaux de ses partenaires, que quand un tel avait une promotion, il disait à l'entreprise, le prochain cadeau, il faudra qu'il soit plus gros. Parce qu'il y avait une table de correspondance entre la progression de carrière et la progression des cadeaux. Je ne plaisante pas, et ça montre quand même que la culturation à la prévention des conflits d'intérêts et à ce que chacun soit chez soi en bonne coopération mais sans confusion mérite encore quelques coups de projecteur. Et sixièmement, que faire quand son supérieur hiérarchique est en conflit d'intérêts manifeste ? Si vous lisez Vladimir Volkov, Le Bouclage, vous voyez un nouveau préfet d'une grande agglomération
qui a à gérer un conflit social délicat dans une raffinerie. Alors, il se rend sur place, il fait vraiment le préfet comme on en fait encore heureusement. Il juge les demandes du personnel recevables, l'attitude des pétroliers internationaux inhumaine. Il veut arbitrer dans le sens des ouvriers et il prépare une décision. Il envoie quand même un message à l'intérieur, comme on fait tous dans un tel cas. Réponse du ministre: ne touchez pas à ce conflit, laissez-le résoudre par les industriels. Or, il savait que le demi-frère du ministre était actionnaire chez Petroplus. Et donc, dans ce roman, on voit bien que c'est un peu peut-être caricatural, mais qui sait, qu'un fonctionnaire de responsabilité peut buter sur un conflit d'intérêts qu'il sent très bien. Que faire? Au moins ne pas y participer. S'il est très courageux, il va arbitrer quand même et advienne que pourra. Le ministre le fera peut-être sauter et le mettra dans un service plus inoffensif, ou bien biaiser, ou bien faire intervenir quelqu'un d'autre. Il y a toujours plusieurs solutions pour essayer de se sortir d'une situation a priori fermée. Voilà quelques exemples de questions qu'il faut savoir se poser et éventuellement, si on peut, ne pas se les poser tout seul, en parler avec des collègues. Moi, vieux conseiller d'État, il y a 40 ans, quand je suis entré au Conseil d'État, j'avais, avant les référents déontologues, etc., j'avais mes référents personnels. J'avais 2 ou 3 collègues, pas 3, 2, en qui j'avais une totale confiance, qui ne demandaient plus rien, qui étaient soit à la retraite, soit en fin de carrière. Et je savais, quand j'avais un problème déontologique, je parlais à ces 2 collègues, je m'en ouvrais à eux, et ils me disaient, tu sais, à ta place, je ferais ça. Puis quand le deuxième disait, à ta place, je ferais ça, que c'était la même chose, la messe était dite, j'avais mon cap. En règle générale, se poser la question est une auto-information sensible. Si on en est à formuler une question, avoir des doutes sur son propre comportement, c'est généralement qu'il faut s'en garder. Est-ce que je dois me déporter peut-être dans cette affaire? Je connais un peu. Bon, quand vous en êtes là, moi, ma solution, elle est claire. Si je me pose tellement de questions, c'est que d'autres, moins gentils vis-à-vis de moi que moi-même, se les poseront aussi. Tiens, t'as vu, il ne s'est pas déporté, c'est quand même incroyable. On ne vous le dira jamais de face, mais le brouhaha dans votre dos croîtra. Il faut toujours, dans la fonction publique, avoir une oreille à l'arrière de la tête. Et on en apprend pas mal. Donc, c'est l'idée de l'impartialité objective. Vous allez statuer, décider, promouvoir, choisir en toute indépendance, pensez-vous? Oui, mais la situation est telle qu'un esprit normalement constitué peut avoir un doute. Eh bien, mais pensez du côté de l'esprit normalement constitué, déportez-vous. Il ne faut pas que le doute vienne dissoudre la réputation du service, encore plus que la vôtre. Voilà l'art de se poser les questions. Alors, très vite, le deuxième point que je voulais aborder, c'est les réponses. Alors, quand Mme Soulet a rappelé la loi de 2016, moi, ça m'a plongé dans une grande perplexité, la loi de 2016. Je me suis dit, pourquoi le Parlement, en 2016, décide que je dois assurer mes fonctions avec dignité, impartialité, intégrité, neutralité, laïcité et que sais-je encore? Que faisais-je avant? Et pour que la loi, tout à fait cessante, alors qu'il y a quelques autres problèmes dans la nation, s'empare de ces thèmes. Thèmes bien connus, dignité, impartialité. Thème moins connu, la notion d'intégrité, qui est plus riche, qui n'est pas seulement de la probité, qui apparaît, ça a été discuté au Parlement. Ma réponse est que la France est très cycliquement atteinte par des préoccupations de textes sur la déontologie. Elle est de tout temps intéressée, je vais y revenir, à la déontologie professionnelle de la fonction publique, mais il y a des périodes, malheureusement, souvent liées à des incidents. Je respecte beaucoup le Parlement et je pense qu'il a eu raison de faire la loi de 2016, mais le Parlement, comme les autres, est déterminé par des sinistres. On a un peu un comportement d'assureur qui guette le sinistre et qui... C'est ainsi, par exemple, que le Quai d'Orsay a fait un très beau travail déontologique après un sinistre où 2 ambassadeurs s'étaient mis dans une situation délicate. La juridiction administrative, comme les autres, a déclenché, je suis bien placé pour le savoir, moi qui ai animé des groupes de travail en cette mesure, a déclenché un travail déontologique après qu'un juge
qui s'occupait d'urbanisme était un peu trop près de son frère qui s'occupait de promotion immobilière. C'est comme le chanteur, ma petite entreprise familiale. Donc, vous voyez, c'est un souci de la déontologie et je n'exhorterai jamais assez les fonctionnaires de responsabilité à anticiper la déontologie, c'est-à-dire réunir leurs services, voir quelles sont la cartographie des risques. Et là, je trouve que la loi Sapin a fait du beau travail, que certains pratiquaient déjà avant la loi, c'est repérer les endroits sensibles. Il y a très longtemps, il y a prescription, je peux en parler, quand j'étais directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, il ne fallait pas être sorti des plus hautes écoles pour penser que le sous-directeur des courses et jeux, il était plus exposé à des pressions, à des approches, à des conflits d'intérêts que tel autre haut fonctionnaire. Donc, il faut déconnecter la déontologie de la discipline. La déontologie est précisément là pour éviter la discipline. Il faut faire en sorte que les agents n'aient pas l'impression que c'est une menace, une rétorsion pour des incidents. Et trop souvent, la déontologie a été connectée à des incidents comme une mesure de réparation, alors que c'est une mesure de prévention. C'est pour ça que la loi de 2016 doit être lue avec calme. Elle ne fait que capitaliser des principes qui existent depuis longtemps. Ceci dit, j'aime bien, dans la loi de 2016, le rappel que c'est aux fonctionnaires de veiller à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts. Ne pas attendre qu'on vienne le chercher, qu'on vienne lui dire. Ne pas attendre même que sa hiérarchie réagisse. Mais aussi, il y a un devoir hiérarchique, le pouvoir d'enjoindre l'agent de faire cesser cette situation. Je recommande vraiment à moi et aux autres qu'on n'arrive pas au point où la hiérarchie est obligée de dire à tel agent « tu te ferais bien de ne pas prendre telle affaire, tu ferais bien de changer de service parce que tu es trop impliqué personnellement d'une manière ou d'une autre, soit directement, soit indirectement ». Mais ce double impératif de l'autoprotection, de l'auto-initiative pour éviter les conflits d'intérêts et de la responsabilité hiérarchique, c'est pour ça que nous avons inventé, avant que la loi le reprenne, l'entretien déontologique. Quand on avait travaillé cette notion, je me rappelais de mes premiers détachements dans un ministère technique, j'avais appris 6 mois après le début de mon activité que mon adjoint vivait avec une personne qui était le lobbyiste discret d'un groupe d'intérêt que nous avions à tous les jours comme interlocuteur. Alors, le matin, la personne préparait avec moi des amendements ou des argumentaires pour lutter contre des amendements du groupe d'intérêt qui ne nous paraissaient pas idéal. Et le soir, il se retrouvait embrassons-nous Folleville. Alors, je lui ai dit que je lui faisais totalement confiance, que je n'avais aucun élément me laissant penser qu'il m'avait refilé des amendements de son partenaire. Mais que le fait de ne pas me l'avoir dit pendant 8 mois, c'était terminé. Je ne pouvais pas travailler 1 heure de plus avec lui. On s'est quitté en bonne compagnie. Et donc, les conflits d'intérêts, la première lutte et tout conflit de situation, le premier élément absolument fondamental, c'est le déclarer. Moi, chaque fois qu'on vient me dire « mais tu crois que je peux prendre un cadeau ?» Stop. À qui tu l'as dit? Ah ben, je l'ai dit à personne. Commence à le dire à ton chef supérieur, etc. Que tu es en situation de recevoir un cadeau ou d'être, de s'occuper d'environnement et puis d'avoir une grande propriété dans le département, même si la route ou l'infrastructure ou la législation d'environnement ne mord pas sur la propriété, le fait d'être un grand propriétaire pas loin d'un sujet d'environnement va susciter des questions. Et il ne faut pas se mettre en situation de faire douter de son service et de soi. Les référents déontologues me paraissent, comme je l'ai dit, dans la ligne de ce que beaucoup de fonctionnaires faisaient déjà en le choisissant eux-mêmes, leur déontologue. Maintenant, il y a un référent déontologue. J'ai longtemps pensé que ces organes dédiés à la déontologie n'étaient pas utiles. Et finalement, quand je vois comment ça fonctionne, des comités de déontologie, ils répondent vite, anonymement, et ça peut baliser les situations et aider. Donc, je suis devenu favorable au point d'accepter d'en être. Quant à la loi du 9 décembre 2016 sur la loi Sapin, elle s'attaque à ce sujet extrêmement délicat des lanceurs d'alerte,
où j'ai la faiblesse de dire aux amis qui me disent « mais alors, comment on va le pratiquer ?» leur dire Guja contre Moldova. La loi française a repris ce que la Cour européenne des droits de l'homme a fait de manière remarquable. Je ne dis pas ça de tous les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, mais celui-là du 12 février 2008, Guja contre Moldavie, le dit magnifiquement. C'est un jeune procureur en Moldavie qui s'est aperçu que son procureur général était un peu trop corrompu. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Et la Cour européenne des droits de l'homme fait vraiment une checklist, un peu comme celle d'un pilote avant de décoller. Tu dois savoir regarder si l'information que tu as captée est vraiment d'intérêt public, si tu ne fais pas ça par volonté de nuire, si l'intérêt de dévoiler est supérieur à l'intérêt de ne pas dévoiler, s'il n'y a pas d'atteinte à l'ordre public par ton dévoilement. Tu vas d'abord à ta hiérarchie. Si la hiérarchie n'accepte pas, tu vas voir un autre organe public. Si l'autre organe public ne fait pas, tu peux t'adresser au Parlement. Si le Parlement ne fait pas, tu vas voir la presse. Et j'avais un sourire en lisant Guja contre Moldavie, parce que c'est exactement ce qu'a fait le colonel Picard quand il a pris le taureau par les cornes pour servir l'innocence de Dreyfus. Il a suivi quasiment pas à pas la checklist qu'un siècle plus tard, la Cour européenne des droits de l'homme allait décrire. Donc là aussi, les lanceurs d'alerte, il ne faut pas que ça parte dans tous les sens et qu'on tombe dans des dénonciations calomnieuses, manipulatrices, mal intentionnées. Mais là, il y a des sanctions pénales. Je pense que c'est utile que les gens prennent leurs responsabilités. Et le premier lanceur d'alerte, c'est quand même de ne pas être un yes man. Vous savez qu'il y a une quinzaine d'années, un grand feuilleton britannique à la BBC avait fait rire toute la Grande-Bretagne en caricaturant les fonctionnaires qui disent toujours « oui, madame la ministre »,« oui, monsieur le directeur »,« oui, monsieur le préfet », etc. Le premier devoir, avant même d'être lanceur d'alerte du fonctionnaire, c'est d'appeler les choses par leur nom. Le patron vous dit il faut faire la solution A. Écoutez, je vais faire la solution A, mais je pense que c'est une mauvaise décision. Tu devrais plutôt faire la solution B ou la solution C. Alors le patron, la directrice que vous voulez, dit non, je t'ai demandé A, tu fais A. Oui, mais enfin, je t'écris que B et C seraient meilleurs. Bon, si on réitère l'ordre de faire A, vous obéissez, sauf si ça rentre dans les conditions d'illégalité, etc. Mais le devoir de vérité, le devoir d'indépendance d'esprit du fonctionnaire, dans les grandes traditions, notamment britanniques, c'est absolument vital. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour les lois, en disant que la loi, il faut bien la considérer, parce qu'il ne faut pas se représenter les législations déontologiques comme un mouvement tout de progrès continu. C'est assez contradictoire. Ces dernières années, il y a eu des mouvements qui allaient plutôt contre une conception stricte de la déontologie. Je pense à la réduction, après 100 ans de bons et loyaux services, de la durée de 5 à 3 ans pour mesurer la prise illégale d'intérêt. Je pense à la question de l'auto-entrepreneur en même temps que la fonction publique, qui a donné lieu déjà à des jurisprudences d'alerte. Je pense aux amendements pour réduire la définition de la prise illégale d'intérêt. Rapport Stoléru en 2007, l'amendement Warsmann en 2009. Donc le mouvement, il est, comme souvent dans la législation française, un peu en montagne russe. Vous avez ensuite, pas seulement les lois, vous avez beaucoup d'administrations qui ont travaillé des codes. Je n'en montre deux, c'est un de mes préférés, le guide de déontologie du Quai d'Orsay, qui est très utile, avec beaucoup de conseils pratiques. Vous êtes dans cette situation, voilà la question que vous voulez vous poser. Et puis, mon super préféré, j'aime bien la déontologie quand elle est plastifiée, ça veut dire qu'elle sert. Quand elle est plastifiée, vous l'avez dans votre poche, dans votre sac à main, dans votre cartable, et c'est le merveilleux, c'est le plus intelligent de tous, The Civil Service Code, avec un petit brin d'humour britannique. Par exemple, la recommandation que moi, il m'est arrivé de suivre, parce que personne ne me l'avait dit en français, mais elle est dans le Civil Service Code. Quand vous avez un patron qui est politique et qui il vous pose une commande très politique, vous allez lui répondre en fonctionnaire, neutralité, loi de 2016, mais vous allez lui répondre en imaginant qu'à côté de lui siège son opposant, le même responsable, mais dans le shadow cabinet. Vous me suivez ?
Et donc, vous allez parler aux deux ensemble. Eh bien, faites l'expérience, je vous assure que vous ne parlez pas de la même façon seulement aux responsables politiques qui cherchent votre approbation, sans aller jusqu'à un fonctionnaire que j'ai connu, qui, quelle que soit la majorité, disait « Heureusement que depuis que nous avons gagné, la législation va pouvoir être améliorée. » Ça changeait, mais il oubliait quelquefois qu'avec les mêmes fonctionnaires, depuis que nous sommes revenus, ça va aller mieux. Bon. Je préfère le Civil Service Code. Les jurisprudences, ben, servez-vous-en aussi, comme je le dis depuis longtemps aux fonctionnaires, ayez un code civil et un code pénal près de votre main. Les fonctionnaires répondent au droit administratif, enfin on ne comprend rien si on n'a pas les notions du droit civil et du droit pénal. Et puis les institutions utilisées sereinement, les institutions type référent déontologue. Enfin les pratiques, c'est mon dernier point. Je vois Mme Soulet qui commence à me faire les gros yeux. Mon dernier point, c'est les pratiques. Les pratiques, c'est la responsabilité de la hiérarchie. S'il y a un mauvais ou une mauvaise chef, eh bien, les choses vont aller à volo. Il n'y a pas besoin de faire des réunions sur la déontologie tous les premiers jours de la semaine, mais il faut avoir discuté avec son équipe, vu comment on réagit. Il y a des services qui sont inondés de cadeaux, il y en a qui n'en ont jamais. Ma grande humiliation au Conseil d'État, c'est de jamais avoir fait jamais avoir fait l'objet d'une tentative de corruption, ce qui relativise mon importance, qu'autrement je trouverais grande. Par contre, au premier détachement dans un ministère opérationnel, on vous propose des choses qui vont depuis la carte de cinéma annuelle gratuite jusqu'à un voyage, etc. Donc, et là, il faut réagir subtilement. Vous n'allez pas tomber en catalepsie en agitant un fanion rouge en disant « on m'a proposé quelque chose ». Non, mais quand vous apercevez qu'un de vos collaborateurs qui est acheteur part dans un grand voyage payé par le fournisseur sans vous l'avoir dit, vous attendez le prochain conseil d'administration au comité de direction et vous lui tombez dessus en disant « Ah, au sujet du voyage », il croyait qu'il était le seul qui connaissait le truc, « au sujet du voyage, eh bien, ça me paraît une bonne idée, nous allons y partir tous les deux ». Alors, il avait prévu de partir avec sa compagne, etc. Et il voit l'enfer venir, une semaine de voyage à Honolulu pour voir si l'appareil qu'il allait acheter, etc., avec le directeur, etc. Et je vous assure que peu de temps après, il quitte le service. Donc il faut réagir avec un peu de santé mentale, comme dirait Zola, soyons intelligents et humains, c'est-à-dire inhumains en l'occurrence, pour le... Voilà. Et je termine par... si vous voulez me mettre en colère, c'est assez rare, mais ça peut arriver, il faut me dire que la déontologie, c'est récent. Et que vraiment, l'administration française, depuis quelques mois ou quelques années, s'est emparée de ce sujet. D'abord, le président Pellé ne me contredira pas en disant que c'est quand même pas de cette semaine, c'est qu'il y a quand même quelques années que la commission qui préside existe. Mais même, moi je commence à la modernité à D'Aguesseau. 1759, D'Aguesseau met en garde ses magistrats, pas contre la corruption directe, mais la corruption par les enfants. Parce que quiconque a eu des enfants sait que c'est le point faible. Moi, si je veux corrompre quelqu'un, je ne vais pas désigner quelqu'un dans la salle, je ne vais pas vous proposer une enveloppe. Je vais me renseigner sur vous, je vais savoir que vous avez 3 enfants, dont un qui pédale un peu, et j'organise un déjeuner, puis à la fin du déjeuner, je dis « Qu'est-ce que vous faites, vos enfants ?»« Oui, le 3e, il ne marche pas très bien, mais j'ai quelqu'un qui pourrait le prendre en charge, etc. » Et là, qu'est-ce que vous faites ? Et D'Aguesseau, qui connaissait ces hommes et ces femmes, ces hommes à l'époque, dit on eût dit que la nature, en leur donnant des enfants, avait donné pour eux des gages à la fortune. On les a vus éprouver pour leur famille une faiblesse qu'ils n'avaient jamais sentie pour eux-mêmes. Moi, j'ai vu des collègues dans mon long parcours qui chancelaient par les enfants et pas par eux-mêmes. Donc il faut, dans ces cas-là, en parler. On m'a fait une proposition, on veut embaucher mon fils qui est en difficulté. Il faut vraiment être vertueux pour savoir que si vous acceptez, ben le retour, il va vite venir. Vous aurez casé votre fils, mais vous allez le payer pendant... Bon. Doma, 1756, ces lois civiles dans leur ordre naturel, c'est un superbe texte dans lequel il y a absolument toute la déontologie actuelle, le devoir proportionné à la mission, la vigilance aux détails des affaires. La vigilance aux détails des affaires, c'est l'expression même de Doma, c'est le sens de... l'exactitude aux détails à rendre la justice, l'impartialité, il faut traiter les choses sans acception de personne,
Cinquièmement, l'obéissance aux ordres du prince, l'exécution de ceux qui leur sont adressés, y compris par la justice. Sixièmement, la finalité du bien commun. Septièmement, le principe de capacité pour l'attribution des charges publiques et pas le copinage. C'est même presque un demi-siècle avant la Déclaration des droits de l'homme, article 6. La probité contre les prévarications et la définition des conflits d'intérêts. Doma, au milieu du XVIIIe siècle. Vous faites attention à vos intérêts propres ou à ceux de vos proches ou autres personnes dont les intérêts opposés à ceux du public pourraient les toucher, soit par des avantages qui leur en reviendraient, ou à des personnes ou par la crainte de s'attirer leur disgrâce et ses suites qui pourraient leur nuire. En quelques phrases, alors qu'on se tue à essayer de trouver des définitions du conflit d'intérêts dans les années récentes, moi, à ceux qui me disent « mais est-ce qu'il faut suivre la Convention du Conseil de l'Europe, la Convention de l'ONU ou le dernier rapport commandé au Conseil d'État ?» je réponds « Doma ». Avant, en 1303, la superbe ordonnance de Philippe le Bel est un texte qu'il faut lire une fois dans sa vie, où il y a tout, et notamment, très intéressant, mes baillis, sénéchaux et officiers ne recevront rien en cadeau, sauf ce qui se mange et qui se boit. C'est-à-dire, si on vous donne une bouteille de vin, vous n'allez pas faire la pucelle effarouchée et dire... Mais autrement, les cadeaux... Déjà, sous Philippe le Bel, c'était traité, il n'y avait pas besoin de prendre les 50 pages des conventions déontologiques américaines que l'on connaît. Et puis, pour ceux qui sont amateurs encore plus de recherche, lisez le très beau livre du jeune professeur à la Sorbonne, il a été élu il y a peu de temps, Bruno Dumézil, qui s'intitule « Servir l'État barbare dans la Gaule antique ». Il traite de la construction d'une quasi-fonction publique chez les Visigoths, les Ostrogoths, et notamment en 493, à la conquête d'Italie, le roi Théodoric crée un service public animé par des valeurs cardinales de probité et d'efficacité. Ce qui me fait conclure, c'est ce que je suis en train de faire, mes propos souvent par « soyez Ostrogoths ». Je suis à la conclusion entre la puissance et la gloire. La puissance, si vous choisissez la puissance, vous serez toujours aux côtés des puissants. C'est tellement confortable d'être à côté des puissants. Lisez Tintin au Congo. Enfin, lisez Tintin au Congo. Lisez Voyage au Congo d'André Gide, qui sont contemporains et qui traitent du même sujet. Et André Gide montre comment les grandes compagnies forestières circonvenaient complètement les fonctionnaires coloniaux, isolés. C'est un des plus beaux passages tragiques de la tension de la fonction publique. Ou bien vous choisissez d'être puissance publique et d'être normalement constitué dans la fonction publique, ou bien vous choisissez d'aller du côté du plus fort. Et nous tous, en nous, on a une partie de la première partie et une partie de la deuxième partie. Et Gide montre comment, par l'intimidation et la flatterie, la corruption et la persuasion, les compagnies forestières mettaient la fonction publique à leurs mains. Gide est un bon auteur déontologie. Si vous choisissez non pas la puissance mais la gloire, au sens la lumière de la déontologie, eh bien, lisez la grande encyclopédie des Lumières à l'article gloire. Et ça sera ma conclusion. Dans le régiment de Champagne, un officier demande pour un coup de main 12 hommes de bonne volonté. Tout le corps reste immobile. Personne ne répond. 3 fois la même demande et 3 fois le même silence. « Et quoi ?» dit l'officier. « L'on ne m'entend point ?»« L'on vous entend » s'écrie une voix. « Mais qu'appelez-vous 12 hommes de bonne volonté ? Nous le sommes tous, vous n'avez qu'à choisir. » Eh bien, la déontologie, pour moi, c'est ce soldat, mélange d'obéissance, d'engagement, de solidarité, de disponibilité et de vérité face à l'officier de sa hiérarchie. Je vous souhaite une bonne déontologie.